on a un deuxième témoignage qui suit et je veux bien que tu me rejoignes sur scène, Alexis, avec un cas concret, puisqu'on a parlé de friche industrielle, de reconversion de friche. Et là, on entre dans le vif du sujet avec un site, le site ITDT à Tournon-sur-Rhône, qui effectivement a laissé un champ d'exploration intéressant, on va dire, à la ville et à l'agglomération. Un terrain qu'il fallait assainir, un terrain qu'il fallait réinventer. Voilà, je vais laisser Alexis vous présenter ce cas concret. Merci. Je remonte un tout petit peu le micro. Bonjour à tous. Écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va apporter notre témoignage, qui est un témoignage sur le cheminement du rapport aux enjeux environnementaux, sur une opération qui est majeure pour notre territoire, mais qui est un territoire de petite ville. Et on vient devant vous avec des questions et des doutes, plus qu'un apport de solutions au regard du thème du jour, je dois bien l'avouer. Donc moi je suis Alexis Gant, je suis en charge pour l'Agglo, Archaglo et la ville de Tournon-sur-Rhône de la mise en œuvre de ce projet de requalification d'une ancienne friche. En quelques lignes, je vais rapidement présenter notre territoire qui est un petit peu en marge des grandes métropoles et peut-être des habitudes de travail que vous avez l'habitude de porter. On est donc sur Tournon-sur-Rhône, c'est la ville-centre d'une agglomération qui est à cheval sur la Drôme et l'Ardèche. La ville, elle fait 11 000 habitants et puis on a 41 communes, 2 départements et 56 000 habitants. On est un peu plus au sud que Vienne, Condrieu, agglomération et on a un peu les mêmes caractéristiques, à savoir qu'on va regrouper sur une même entité, un même EPCI, des collectivités de 200 habitants et puis effectivement des communes qui font presque 30 000 habitants quand on regroupe les trois communes centrales. On est plutôt dans l'aire d'influence de Valence-Romand-Agglo. Et on est à peu près à 1 heure de Lyon, 56 minutes en train, parce que même si on n'a aucun train en Ardèche, on a heureusement des trains juste de l'autre côté du Rhône, qui est relativement pincé à cet endroit-là, et donc on peut rapidement rejoindre le train qui ramène à Lyon et à Valence de l'autre côté. Le site en lui-même, eh bien, il est à la confluence du Doubs, donc c'est une des 4 grandes rivières qui traversent l'Ardèche, donc qui déjà commence à être une rivière avec des caractéristiques cévenoles assez marquées. Et puis du Rhône, on est vraiment au nord de la ville-centre. Et on a 7 hectares de friches. Alors est-ce qu'on peut pointer, sans que je fasse de bêtises et que ça explose tout? C'est ça, c'est le bouton central? Ouais, voilà. Ça marche, si, voilà, c'est ça. Donc on a en fait la plateforme de l'ancienne usine, les lagunes, j'y reviendrai, et puis on a un périmètre un peu plus large de 10 hectares tout autour. C'est un site qui est quand même assez singulier pour notre territoire, parce qu'en gros, c'est 1 siècle et demi d'histoire industrielle. Il y a eu jusqu'à 500 salariés. Ça a été une des 100 plus grosses entreprises françaises dans les années 80, avec de la teinturerie et de l'impression sur tissu, de la toile de Jouy notamment, qui a été exportée jusqu'aux États-Unis. Une des fiertés, c'est qu'il y ait de la toile de Jouy de Tournon à la Maison-Blanche aux États-Unis. Il y a aussi un rapport assez spécifique parce qu'à la fin des années 90, il y a eu une première cessation d'activité, une reprise en scope et puis une deuxième mort pour les gens qui ont repris en scope, à savoir en 2008, vraiment l'arrêt définitif de l'activité avec une usine. Ça, c'est des photos que je vous montre. Ça s'est vraiment arrêté d'un coup. Il aurait presque suffi de rappuyer sur un bouton pour que toute l'usine se remette en marche. On a encore les pinceaux dans les pots. C'est un site, et c'était un peu le cheminement dont je voulais vous faire part pour notre territoire, qui cumulait quand même pas mal de contraintes avec un cumul d'enjeux environnementaux un peu décourageants. En premier lieu, il y a l'aléa inondation qui est très fort. Et en gros, sur les 7 hectares de la friche industrielle, il y en a 5 qui sont non valorisables parce qu'ils sont en aléa fort inondation. Bon. On va parler bilan après, ça commence pas très très bien. Là, c'est une photo d'il y a 2 semaines et la vallée du Doubs a été relativement épargnée par rapport à Lacan et ce qui s'est passé à Annonay ou encore l'Ardèche, et vous voyez déjà le caractère impétueux de la rivière. C'est un site qui a été occupé et pollué. En gros, c'est 5 millions nécessaires pour urbaniser 2 hectares 3, la plateforme de l'ancienne usine en gros.
Et puis, il y a une reconquête du site par la nature, mais pas forcément que la nature qu'on souhaite, pas forcément la nature rêvée. Et on a des contraintes réglementaires d'une part, et puis des contraintes opérationnelles, puisque notamment, on va avoir à gérer beaucoup d'enjeux par rapport aux espèces invasives. Et puis, je le dis quand même, en Ardèche, on a une distance à la nature qui n'est pas la même que dans les grandes villes. On est sur des territoires où on lutte un peu aussi contre la nature. On ne passe pas la tondeuse, on passe la débroussailleuse avec un 50 cm3 pour vraiment batailler contre les ronces. Donc il y a quand même un rapport à l'environnement qui est peut-être un peu différent de celui des grandes métropoles. Donc au départ, de manière un peu faciale, ce site, il était un peu raide à traiter. Et puis tout l'enjeu, ça a été de commencer à changer de regard. Parce qu'en fait, c'est un site qui est très très beau, absolument magnifique. Cette eau omniprésente, elle lui donne un caractère incroyable. On a un rapport qui est très très fort au grand paysage et il y a des potentiels d'usage et notamment de recréation du lien à l'eau, de la ville à l'eau, qui sont très très importants. Là, la petite photo avec le papa et sa fille, elle date du 25 mai quand on a ouvert le site pour commencer des expérimentations d'usage. On s'est rendu compte que finalement il y avait une envie d'aller sur le site et une envie notamment de se rapprocher de l'eau. Donc petit à petit, ça aussi, ça a participé au changement de regard. Là, c'est dans le cadre de la concertation préalable qu'on a menée. Et finalement, entre 2008 et aujourd'hui, où on est en train de lancer la phase opérationnelle avec le choix de la ZAC comme procédure, on s'est dit que plutôt que de lutter contre, il y avait probablement un fort enjeu à concevoir avec l'ensemble de ces contraintes. Pendant des années, nos élus, ils ont cherché la locomotive qui permettrait de lancer cette opération. En fait, la locomotive, quand on discute avec les Tournonnais, c'est peut-être l'accès au doux, réellement. C'est ça qui va caractériser le site et donner envie d'y aller et de s'y promener, plus qu'à un moment, un cinéma, un laser game ou plein d'expérimentations programmatiques qu'on avait testées sans réellement de succès. On s'est rendu compte aussi que ces 5 hectares de friches, il y avait probablement un vrai enjeu à croiser préservation et renaturation, à laisser carrément, à assumer toute une partie en renaturation complète, en non-intervention, et puis une partie plus ouverte au public où il fallait aussi assumer d'être très très light dans les aménagements. On n'est pas dans un parc, on vient s'inviter au milieu de la faune et de la flore présente. Et finalement, tout ce qui est grand paysage, confort et qualité d'usage, c'est vraiment les facteurs différenciants du futur quartier. On a ce rapport aux collines ardéchoises. Alors on a les deux vignobles qui s'affrontent, hein, Saint-Joseph d'un côté, Crozes-Hermitage de l'autre, mais tout ça offre un paysage patrimonial assez remarquable. Et puis on a aussi des pistes d'optimisation des investissements qui sont en cours d'identification. En ce moment, on travaille notamment avec EOD d'un côté et avec Ingérope de l'autre, sur tout ce qui est nivellement très fin pour essayer de voir partout où est-ce qu'on peut faire des économies, notamment dans les rendus de plateforme, à la fois des espaces publics et de ce qu'on livre, de ce qu'on va livrer aux opérateurs immobiliers. Et puis se concevoir avec, un des gros enjeux, ça va être de diffuser la qualité environnementale que nous on va porter sur les espaces publics auprès des opérateurs immobiliers, tout en restant pragmatique sur les prix de sortie. On n'est pas aux 8 000 € qui ont pu être évoqués. On est sur des prix de sortie qui étaient ceux, paradoxalement, de Lyon il y a une quinzaine d'années. On est aux alentours de 3 600 € le mètre carré. Et donc il y a un gros travail qui est en cours, qu'on a commencé à monter, y compris avec les opérateurs immobiliers locaux. On a organisé un forum bas carbone le 5 juillet pour commencer à identifier ce qui était faisable en termes d'économie circulaire, en termes d'acteurs impliqués dans la construction bas carbone. Et ce qu'on a vu de ces échanges, c'est qu'il y a un gros enjeu à porter des choix. On ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas être ambitieux sur tout. Et nous, on a 2 combats. Là, c'est peut-être un peu anecdotique ce que j'ai montré. C'est vraiment le confort d'été, valable autant sur l'espace public qu'au sein des opérations, et la perméabilité des sols et la qualité des sols, que ce soit public ou privé. Je vais très très vite sur les conditions financières, mais c'est très important. On a grosso modo 12 millions d'euros d'investissement. Et il y a un point qui est important, c'est que grâce à l'action de l'EPORA, j'ai pas toujours été tendre dans une autre vie et j'ai pas toujours eu des propos très amènes vis-à-vis de l'EPORA, mais là je tiens vraiment à remercier l'action exemplaire de l'EPORA. On a eu dans l'ingénierie globale du projet
un énorme travail en amont de l'EPORA qui a permis de mobiliser un certain nombre de subventions et l'EPORA a également participé, je dirais, à la réduction du coût du foncier qui a permis, je m'exprime hors taxe, de passer de 5 millions d'euros de foncier, ce qui n'aurait pas pu permettre de sortir l'opération à peu près un coût final pour la collectivité de 2 millions. Après, on a des cessions, mais c'est un tout petit levier, parce qu'on a 10 hectares à aménager, et puis on a 2,3 hectares à valoriser, sur lequel, en plus, on fait 9000 m² d'espace public. Et puis, il y a beaucoup de subventions dans notre bilan d'opération, ce qui est, il faut bien l'avouer, une vraie fragilité. Ça a été dit dans la première table ronde, parce qu'on dépend beaucoup de ça, et on voit qu'on est quand même dans une conjoncture de contraction de ces subventions, ce qui fait qu'en fait, on a une fenêtre de tir opérationnelle qui risque de se refermer assez vite. Le CPER, c'est 2027. Donc on a une injonction à aller vite sur cette opération qui est très très forte. C'est tout en haut de ma fiche de poste. Là. Monsieur le maire, le président de l'AGLO, a beaucoup insisté là-dessus. Voilà, qui fait qu'on n'a finalement pas beaucoup de marge de manœuvre calendaire sur cette opération. Et pour conclure, une manière un peu de conclure, c'est un projet qui est attendu comme exemplaire et reproductible, mais comment? Parce qu'en fait, des sites de cette ampleur, et avec la conjonction de tous les partenariats, ça ne va pas être si évident que ça à retrouver. Et ce qui va probablement de plus en plus se poser à nous, c'est plus de l'accompagnement des mutations foncières, de la densification, notamment en ZAE et sur du logement. On a notamment énormément de grandes emprises de logement. On a beaucoup de maisons individuelles avec du 3000, 4000, 5000 m² de terrain. Donc il y a aussi un rapport au privé à inventer. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette opération, peut-être qu'on aura plus d'autres projets similaires sur le territoire, mais je pense que la démarche de projet, la manière de construire l'achat public, le fait d'avoir des accords cadres de maîtrise d'œuvre urbaine, c'est largement reproductible, parce qu'on a pu se rendre compte sur les 2 dernières années que d'avoir une approche comme ça globale de projet, ça a permis de casser la linéarité des actions. Je fais un bout d'étude, j'attends, ça s'arrête pendant 6 mois, je refais un bout d'étude, j'attends, ça remet en question l'étude d'avant. Là, on est dans un processus dynamique qui nous permettra, je touche, il n'y a pas de bois, mais enfin voilà, du plastique, de mettre en œuvre le projet à la toute fin d'année prochaine. Et puis le projet, il pourrait permettre de généraliser certaines approches ambitieuses, notamment sur la végétalisation. C'est quelque chose qui est de plus en plus assumé. On déperméabilise une cour d'école par an à Tournon. C'est un budget colossal d'investissement pour un territoire comme le nôtre. La gestion des eaux pluviales urbaines, on vient de monter en compétence côté agglo sur ce sujet-là. Et la mutualisation aussi des ouvrages, mes fosses d'arbres, ça peut être aussi mes nous d'infiltration avec des principes de tranchée de Stockholm. On a décloisonné pas mal les services et les maîtrises d'ouvrage à travers cette opération. Et ça participe à dédiaboliser un peu un certain nombre de sujets. Et puis on a aussi, je l'espère, un nouveau rapport aux opérateurs immobiliers qui s'invente avec une petite fierté individuelle, c'est d'avoir cassé le tabou de la ZAC sur notre territoire. Voilà, qui est aussi un mot qui a longtemps fait peur. Merci Alexis, merci beaucoup.